Histoire de l'électricité, de l'Antiquité à Gramme. Le mot « électricité » vient du mot grec électron, qui signifie « ambre ». L'ambre jaune est de la résine d'arbre fossilisé, elle se présente sous la forme de petites perles vitreuses, d'une couleur jaune doré tirant vers le brun. Depuis la préhistoire, et jusqu'à nos jours, on en a fait des bijoux. Lorsqu'elle est frottée énergiquement contre un tissu, cette matière présente la particularité d'attirer les corps légers, tels les fétus de paille ou les cheveux. En fait, lorsqu'on approche le corps léger de l'ambre frottée, les électrons de ce corps prennent la place des électrons arrachés à l'ambre, et le corps est attiré. Cette propriété est peut-être connue depuis la préhistoire. Elle est signalée par le philosophe grec Thalès dès le VIe siècle avant notre ère, sans qu'il puisse en donner l'explication scientifique. Au IIIe siècle avant notre ère, dans son traité des pierres précieuses, le naturaliste grec Théophraste signale d'autres substances capables d'attirer les corps légers. Au milieu du 1er siècle, le naturaliste romain Pline mentionne également cette propriété de l'ambre dans son histoire naturelle. Le phénomène d'électricité au XVIe et XVIIe siècle. Il faut attendre la fin du XVIe siècle pour que le phénomène d'attirance des corps légers par l'ambre soit étudié scientifiquement. Dans son traité de Ars Magnetica, le médecin londonien Guillaume Gilbert réalise la première étude approfondie des phénomènes magnétiques. La boussole, employée depuis peu en Occident pour la navigation, se compose d'un aimant naturel, nommé pierre d'aimant. En étudiant cette pierre apte à attirer le fer, Gilbert songe naturellement à étudier l'ambre qu'il sait capable d'attirer, toutes sortes de corps légers. Gilbert dresse une liste de corps susceptibles d'être attirés par l'ambre frottée. Il découvre la même propriété d'attraction dans le cristal, la plupart des pierres précieuses, diamants, rubis, améthystes, opales, etc., les matières vitrifiées, en particulier le verre blanc transparent, le soufre, le talc, l'alun et les cristaux de sel gemme. À la fin du XVIIe siècle, le physicien allemand Otto de Guericke met au point la première machine connue susceptible de produire une surface électrisée de manière quasi permanente. Cette machine se compose d'une sphère de soufre, montée sur un axe horizontal, de façon à pouvoir la mettre naturellement en rotation par l'intermédiaire d'une manivelle. Le frottement continu d'un morceau d'étoffe sur cette sphère en électrise la surface. Grâce à cet appareil, Otto von Guericke réalise plusieurs expérimentations qui l'amènent à élaborer différentes hypothèses scientifiques sur la nature de l'électricité. Celle-ci s'avère en réalité totalement erronée, mais von Guericke ouvre la voie aux chercheurs du XVIIIe siècle. En 1709, le physicien anglais Oakesby met au point une machine inspirée de celle d'Otto von Guericke, mais dans laquelle il remplace la sphère de soufre par un cylindre de verre. Grâce à cette modification, Oakesby observe pour la première fois les étincelles électriques générées à la surface d'un corps électrisé. Oakesby adapte sa machine de façon à pouvoir faire tourner un cylindre de verre à l'intérieur d'un autre du même matériau. Il monte un robinet sur le cylindre intérieur afin d'y faire le vide à l'aide d'une pompe à air. Il observe ainsi l'effet des étincelles électriques dans le vide. En 1729, alors qu'il réalise diverses expériences avec une machine d'Oakesby, les physiciens anglais Gray et Wheeler découvrent la transmission à distance de l'électricité. Ils ont constaté le phénomène en interposant simplement une baguette de métal entre le cylindre de verre et les corps légers à attirer. Expérimentant plusieurs matériaux, ils montrent que le transport de l'électricité peut se réaliser sur des distances extrêmement grandes, de l'ordre de plusieurs centaines de mètres. En 1768, l'opticien anglais Ramsden transforme complètement et définitivement l'apparence des machines électrostatiques. Il imagine une machine composée d'un plateau circulaire en verre, mis en rotation sur un axe horizontal et dont les deux côtés frottent sur des coussinets en peau. Par l'intermédiaire de petits peignes récolteurs, les charges s'accumulent sur la structure en laiton, isolée du socle par des colonnettes en verre. En 1785, le physicien hollandais Van Marum met au point une machine similaire à celle de Ramsden, mais conçue de telle façon qu'il est possible d'y collecter soit de l'électricité vitrée, soit de l'électricité résineuse. Parallèlement à Ampère, le physicien anglais Michael Faraday mène d'autres recherches sur ce phénomène d'électromagnétisme. Il montre qu'un conducteur, traversé par un courant électrique et soumis à l'action d'un champ magnétique, est sujet à un déplacement dont l'importance et la direction sont définies par des lois très précises. Sur base de cette observation, il formule qu'un pôle magnétique peut tourner indéfiniment autour d'un courant électrique et, qu'inversement, une portion de circuit électrique peut tourner autour d'un pôle. L'appareil qu'il construit pour vérifier cette hypothèse se compose de deux récipients. Le premier, dans lequel est à demi immergé un aimant, est rempli de mercure, le second contient un aimant fixe et l'extrémité d'un fil mobile y plonge. C'est tantôt l'aimant incliné qui tourne autour du fil vertical, tantôt le fil mobile qui tourne autour de l'aimant fixe. En 1746, une expérience réalisée par le physicien français Lemonnier lui permit de fixer la vitesse de l'électricité entre 400 et 900 mètres par seconde.
En réalité, cette vitesse est de 300 000 km par seconde, mais les scientifiques de l'époque ne disposaient pas d'instruments suffisamment précis pour réaliser ces mesures. Du reste, ils ne soupçonnaient même pas que de telles vitesses puissent être atteintes. À la fin des années 1740, à Philadelphie, Benjamin Franklin met au point une série d'expériences et de démonstrations ludiques mettant en œuvre des bouteilles de Leyde. Franklin imagine par exemple le premier carillon électrique, composé de deux timbres métalliques. Le premier est monté à l'extrémité d'une bouteille, et présente donc une polarité positive, le second est en contact avec l'enveloppe métallique extérieure de cette même bouteille, sa polarité est par conséquent négative. Une petite bille métallique, suspendue à un fil, est mise en contact avec le timbre chargé positivement. Aussitôt, la bille se charge de particules positives, et repoussée du premier timbre pour être attirée par le timbre de pôle négatif. Là, la bille perd ses charges électriques, prend une charge négative, est repoussée du second timbre et attirée par le premier, et le cycle continue. De la même manière qu'un lien entre phénomène chimique et phénomène électrique avait été établi, on s'interroge alors sur l'existence d'une relation entre magnétisme et électricité. En 1820, le savant danois Hans Christian Ørsted a l'idée de tendre un fil métallique au-dessus d'une boussole et d'y faire passer le courant débité par une pile de Volta. Il observe alors que l'aiguille quitte sa position et conclut qu'un fil traversé par un courant électrique produit un champ magnétique susceptible d'influencer une aiguille soumise primitivement au champ magnétique terrestre. Peu après, les physiciens français Biot et Savart établissent les premières lois mathématiques permettant de mesurer l'amplitude du phénomène. En 1822, s'inspirant de ce montage, le physicien anglais Barlow imagine un appareil composé d'une petite roue dentée dont les pointes plongent dans un récipient rempli de mercure. Cette roue tourne dans le champ d'un aimant en fer à cheval lorsqu'un courant électrique passe du centre à sa périphérie. Cet appareil est la forme la plus primitive du moteur électrique. Aujourd'hui encore, son principe explique le fonctionnement des compteurs électriques. En 1831, après de nombreuses tentatives infructueuses, Faraday découvre l'existence des courants induits en observant les déviations de l'aiguille d'un appareil de mesure lors de l'ouverture et de la fermeture d'un circuit voisin, les deux circuits constitués d'enroulements de fils isolés étant montés autour du même anneau de fer doux. Faraday imagine alors de mettre manuellement en rotation la roue de Barlow et de vérifier aux extrémités des deux fils la présence d'un courant électrique. Par cette simple expérience, il démontre la possibilité de transformer une énergie mécanique en énergie électrique et prouve donc la réversibilité de l'appareil. La voie de la recherche d'une machine dynamo-électrique est ouverte. Dès 1832, Pixii, constructeur français d'instruments scientifiques, sur une idée d'Ampère, met au point une petite machine magnéto-électrique, composée d'un aimant en fer à cheval, tournant verticalement en dessous d'un électroaimant. Les pôles de l'aimant permanent présentés au pôle de l'électroaimant changeant continuellement de signe, cette machine produit en quelque sorte un courant alternatif dont on ne fait alors aucun usage. La machine est dotée d'un mécanisme commutateur permettant de donner au courant un sens unique, on obtient de cette façon un courant induit continu assez semblable au courant des piles ordinaires. En 1864, la machine de l'italien Passinotti préfigure celle de Gramme. En Angleterre, en 1866, le physicien Wild conçoit une machine magnéto-électrique particulièrement performante. Toutes ces inventions, et bien d'autres, conduiront Alexandre Graham Bell à mettre au point sa machine dynamo-électrique, fin 1869. Les trois principaux types d'appareils télégraphiques utilisés jusqu'à la fin du XIXe siècle sont le télégraphe à aiguille de Wheatstone et Cooke, le télégraphe à cadran de Breguet et le télégraphe de Samuel Morse.